Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en 2024. De multiples crises secouent la planète. Réchauffement climatique, conflits de haute intensité, migration de masse continue, inégalités structurelles profondes, et j'en passe. Et l'autorité, voire la crédibilité et la légitimité des principales institutions internationales tendent fortement à s'affaiblir. Des peuples de la Terre semblent chercher de nouveaux repères, sans doute très déçus des promesses irréalistes de la mondialisation du capitalisme néolibéral. Sans que cela soit explicite, les peuples de la Terre font face à un moment charnière, car fort est à parier que les mécanismes régissant le monde d'hier et celui d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes pour le monde de demain. Dès lors, certaines nations tentent de se réapproprier leur destin en essayant par exemple de nouvelles voies, tandis que d'autres cherchent encore seulement à se comprendre. Face à cette configuration, les peuples qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui anticipent et préparent leur lendemain. À l'inverse, la situation pourrait bien s'empirer pour les autres. Ce tableau nous invite naturellement à nous interroger sur la situation du Cameroun. Dans quel état sera le Cameroun de demain? Avant même de chercher à comprendre ce que sera le Cameroun de demain, il faut au préalable analyser son état actuel. C'est sur la base de cette analyse que l'on peut poser une perspective, par défaut, c'est-à-dire si rien n'est fait, de l'avenir de ce pays. Pour la construction de cette analyse, il est indispensable de préciser ce qu'est la théorie du mouvement politique et de son impact dans le processus de construction et de consolidation d'une autorité forte des institutions d'un pays. Être en mouvement, c'est, à travers le choc des idées, tester divers modèles politiques jusqu'à atteindre un équilibre correspondant à un idéal sociétal de la population. Ce qui est à la mode dans le monde et qui semble d'ailleurs être le modèle idéal est celui donnant une place centrale et une autorité puissante aux institutions d'une nation. Car les institutions sont, par définition, impartiales, impersonnelles et intemporelles. Une autorité forte des institutions place tous les individus, peu importe leur rang et leurs conditions sociales, sur un même pied d'égalité en matière de droits et de devoirs. Une autorité forte des institutions est la base de toute démocratie solide et fiable. Par conséquent, il n'est pas possible d'instaurer une démocratie dans un espace au sein duquel l'autorité des institutions ne s'impose à tous, voire est absente. Parvenir à une autorité forte des institutions peut emprunter plusieurs chemins. Mais généralement, ceci ne se produit qu'à travers divers chocs ou diverses confrontations successives jusqu'à un certain équilibrage des rapports de force entre les élites et le peuple.
Ceci veut dire que si le peuple ne s'investit pas ou alors n'entre pas suffisamment en mouvement et de manière efficace, il subira alors une domination structurelle des élites. Il s'enfermera par conséquent dans un modèle de dictature. Et la dictature se caractérise généralement par une application partiale de l'autorité des institutions. Ainsi, sans mouvement suffisant et efficace du peuple, il ne faudrait pas s'attendre ou alors espérer l'avènement d'une autorité forte et impartiale des institutions. Par conséquent, le peuple devra subir une autorité partiale des institutions qui est généralement associée à la dictature ou au totalitarisme. Et évidemment, toute dictature neutralise la souveraineté du peuple. Ce contexte le prive de la maîtrise de son destin. Ceci signifie que les qualités de la société et de la trajectoire de son destin dépendent du dictateur ou despote. Elles pourraient être bonnes si le despote est bienveillant ou au contraire médiocre s'il est malveillant. L'on constate que de plus en plus de peuples africains sont en mouvement. Se mettre en mouvement ainsi témoigne de leur volonté de s'approprier la gestion et la maîtrise de leur destin respectif. Et dans le processus de dotation d'une autorité forte et impartiale des institutions, certains peuples sont plus avancés que d'autres. L'exemple le plus connu est celui du peuple sénégalais qui, dans le sillage de sa tradition intellectuelle, peut aujourd'hui revendiquer formellement sa souveraineté. Cette souveraineté repose de plus en plus sur une autorité forte et impartiale des institutions. Ceci rend très inconfortable et inacceptable toute dérive de dictature. En l'occurrence, le peuple sénégalais a montré à toute l'Afrique que désormais la dictature ne pouvait plus être compatible avec son destin. Les institutions sénégalaises se caractérisent donc par une force et une impartialité. Elles sont crédibles, de manière d'ailleurs à transférer cette crédibilité aux élections, dont les élections présidentielles. Ceci aboutit au fait que la qualité de la démocratie sénégalaise souffre de moins en moins de contestations, tant aux échelles nationales qu'internationales. Une démocratie saine favorise potentiellement une alternance de modèles ou d'idées. Ces dernières décennies, d'autres peuples d'Afrique manifestent aussi des mouvements tendant à rendre progressivement inconfortable et inacceptable la dictature. Même si les résultats ne sont pas pour le moment de même niveau que celui du Sénégal, ce qui compte, c'est que ces peuples soient inscrits dans le mouvement. Ce sont ces mouvements qui leur permettront d'acquérir ou alors d'arracher à terme leur souveraineté. Ces mouvements permettent d'engranger, même de manière imperceptible, des crédits en matière d'identité démocratique. Et à contrario, ils permettent de rendre
inconfortable et inacceptable l'identité de la dictature. En l'occurrence, ils ont permis une alternance à la tête des pays de ces peuples respectifs. Même si c'est chaotique par endroits, des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tunisie, le Congo et j'en passe sont sur la bonne voie.